6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Contre le cancer de l'enfant avec Zoé for Life. Il y a une décennie, l'association Zoé for Life est créée avec l'objectif de soutenir Zoé, une petite fille atteinte d'un cancer pédiatrique. Tragiquement, la maladie emporte Zoé à l'âge de 4 ans, laissant derrière elle un héritage de joie et de détermination. Aujourd'hui, Zoé for Life poursuit son engagement face à des chiffres alarmants concernant le cancer des enfants en Suisse. Chaque année en Suisse, entre 300 et 350 enfants de moins de 18 ans sont touchés et un enfant décède chaque semaine. Bien que 4 enfants sur 5 survivent, ils doivent souvent faire face à des séquelles graves. Depuis 2013, Zoé for Life finance des projets de recherche et collabore avec des acteurs internationaux pour introduire des traitements innovants en oncologie pédiatrique. Leur mission est donc d'améliorer la vie quotidienne des enfants en traitement, de soutenir financièrement les familles touchées par le cancer et de sensibiliser le public à cette maladie. On en parle ce matin avec la professeure Majabek Popović, médecin-chef et responsable de l'unité d'hématologie et oncologie pédiatrique du service pédiatrique du CHUV, et Nathalie Guignard, maman de Zoé et fondatrice de l'association Zoé for Life. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous pour nous parler du cancer de l'enfant. C'est toujours un sujet qui est un peu délicat à évoquer comme ça, à parler. En tout cas, quand on est un peu impliqué parce qu'on a envie de dire les choses et on n'a pas envie d'être maladroit. Mais là, je vous propose ce matin de pouvoir en parler peut-être librement et c'est pour ça qu'on invite aussi nos auditeurs et téléspectateurs à réagir et poser vos questions en direct via notre numéro WhatsApp à votre disposition, 079 121 9000 par WhatsApp uniquement, messages, commentaires, réactions. Évidemment, il n'y a pas de souci. Et puis, il y a le QR code également qui s'affiche sur le bas de votre écran. Donc, n'hésitez pas, vos questions sont les bienvenues. Merci d'être là ce matin pour nous parler d'une part du 10e anniversaire de l'association. Déjà 10 ans, ça passe vite, Nathalie Guignard. Oui, c'est vrai, 10 ans, c'est vrai. 10 ans depuis que l'association a été créée, c'était en mai 2013. Lorsqu'une petite équipe autour de notre table de salon a constitué les statuts et constitué cette association. Et puis c'est vrai qu'on n'avait aucune idée de où on serait 10 ans plus tard. Quand on est dans le monde du cancer de l'enfant, on vit vraiment au jour le jour. C'était notre cas à l'époque. Donc c'est beau de voir, toujours c'est tragique et magique parce que c'est beau de voir où on en est 10 ans après, de voir que nous sommes toujours debout. C'est pas toujours facile de gérer une association. J'imagine. Mais voilà, on espérait bien sûr que Zoé serait parmi nous et ça, à cette époque-là, on ne le savait pas. En tout cas, merci d'être là ce matin pour nous parler de ces 10 ans et de ce qui va être organisé pour ce 10e anniversaire. Et c'est une soirée de soutien qui s'organise notamment à Étanières en mois de septembre. On en parlera plus précisément tout à l'heure. En attendant, je vous propose de revenir un petit peu sur ce qui est fait et ce qui a pu changer peut-être en 10 ans avec Majabek Popović, médecin au CHUV. 10 ans, en 10 ans, est-ce que les choses ont changé ? Est-ce que les choses ont évolué ? Est-ce qu'on a pu faire des avancées en termes de recherche, notamment pour aider à lutter contre le cancer de l'enfant ? Alors oui, je crois qu'il y a eu des avancées importantes, peut-être même une accélération sur ces dernières années, parce que ce qui a apporté un grand changement dans la compréhension du cancer de l'enfant et dans le développement des traitements, c'est toute la technologie qui permet de faire des analyses, de caractériser beaucoup mieux et précisément les maladies. Avec ça, de mieux comprendre comment elle se propage, quel est le mécanisme derrière la cellule cancéreuse qui fait qu'elle se propage sans contrôle, et puis de pouvoir commencer à développer une nouvelle catégorie de médicaments qui ciblent mieux la maladie elle-même. Et là, il y a un essor, est-ce que c'est 10 ans, 12 ans, 9 ans ? En tout cas, certainement une accélération très importante en recherche de par ce monde de l'analyse moléculaire qui a vraiment pris un essor très important.
Ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, il y a aussi plusieurs sortes de cancers. Il n'y a pas qu'un cancer, il n'y a pas un seul médicament, il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Il y a plusieurs manières de traiter ces différentes choses, c'est ça? Oui, alors tout à fait. Donc les traitements classiques qui sont, si on peut les appeler classiques, mais la chimiothérapie qui est vraiment le traitement de base pour le cancer de l'enfant, reste le traitement dont on peut dire pour toutes les maladies. Ce qui change, c'est que, comme vous l'aviez dit dans l'introduction, il y a des traitements qui peuvent laisser des séquelles. Entre-temps, nous savons aussi que même au sein d'un certain type de cancer, il y a différents sous-types. Et puis, il y a des cancers qu'on peut traiter avec moins d'intensité. D'autres ont besoin d'autres types de traitements. Et c'est là que les nouvelles thérapeutiques se rajoutent à des traitements standards ou permettent de diminuer l'intensité de certains traitements et les remplacer par d'autres. Il est vrai que des maladies ont des caractéristiques qui sont spécifiques, mais il y a aussi certains mécanismes qui sont responsables du développement de cancers qui sont identiques à peu près à une grande majorité de maladies. Donc, c'est vrai que il y a tout un monde là derrière, de nouvelles possibilités thérapeutiques qui vont être développées dans l'avenir. Je pense que ce qui est important de rappeler aussi, c'est que le cancer de l'enfance, c'est pas le même cancer que chez l'adulte ou chez une personne de plus de 18 ans. Ça se soigne pas de la même manière, c'est des choses qui sont différentes. C'est vraiment différent. Oui, tout à fait. Il y a, ce sont des maladies qui prennent une origine dans d'autres organes, souvent comparées aux maladies de l'adulte. Elles se développent rapidement, ce sont des maladies à croissance rapide. Et puis, souvent, elles ont une origine quand même dans les organes, une origine on dit embryonnaire. Ça ne veut pas dire que c'est là depuis la naissance. Par contre, dans le développement des organes des enfants, il peut y avoir un défaut de maturation et ça peut, à un moment donné, être source d'un cancer. Donc, le type, il y a moins chez l'enfant tous les facteurs externes qui influencent, qui arrivent avec une vie d'adulte où il y a d'autres éléments comme la fumée, comme la consommation, comme la nourriture qui peuvent jouer un rôle, contribuer au développement d'un cancer, d'où la différence est vraiment une catégorie de maladies différentes. Aujourd'hui, on peut guérir d'un cancer et qu'est-ce que ça implique finalement? Oui. 4 enfants sur 5, toutes maladies confondues, aujourd'hui vont guérir du cancer. Quand on dit guérison, ça veut dire... C'est lourd quand même. Ouais. Alors oui, donc quand on dit guérison, c'est en effet, c'est vrai que la maladie ne revient plus. Alors ce qui est important pour nous oncologues et puis globalement pour chaque pédiatre, c'est que l'enfant devienne un adulte comme un autre. Et c'est là qu'il y a le problème pour certaines maladies, c'est que les traitements sont tels qui vont quand même engendrer ou peuvent engendrer des séquelles. Ces séquelles peuvent être au niveau cardiaque, par exemple, pulmonaire, au niveau de la fertilité, intellectuelle. Et donc, un des buts, c'est aussi de ne pas seulement guérir les enfants. Il faut clairement, les 20% qui ne peuvent pas guérir, il faut trouver les traitements efficaces. Par contre, et ce que l'oncologie moderne nous permet aujourd'hui, et puis aussi grâce au développement des dernières années, c'est de pouvoir nuancer des traitements, les adapter à la spécificité d'une maladie pour ne pas surtraiter là où on peut diminuer les traitements, éviter certaines thérapeutiques comme la radiothérapie qu'on aimerait un jour vraiment éliminer complètement des thérapeutiques pour l'enfant, et puis ouvrir la porte à des médicaments qui peuvent par d'autres manières contribuer à soigner et finalement guérir d'un cancer pour diminuer aussi le risque de séquelles à long terme. Alors tous ces traitements sont extrêmement coûteux, évidemment, sans l'aide, l'apport des associations comme Zoé for Life. Ça ne serait pas possible aujourd'hui ? Cette aide est très importante parce que il y a des moyens de soutien de la recherche au niveau national. Le Fonds national est bien connu à ce propos, mais certainement que pour une maladie qui est rare, comme le cancer de l'enfant, qui est quand même beaucoup plus rare que le cancer de l'adulte, toujours ça concerne qu'une minorité dans la population. Il est plus difficile d'obtenir des fonds. Donc, des associations, organisations comme Zoé for Life sont extrêmement importantes pour contribuer
à soutenir la recherche. Et ça fait finalement un mosaïque de tout qui permet d'avancer aussi en oncologie pédiatrique en recherche. Et ce matin, nous recevons Maja Beck-Popovic, médecin du côté du CHUV, et puis également Nathalie Guignard, fondatrice de l'association Zoé for Life. Merci d'être avec nous ce matin pour répondre à toutes nos questions. Vos messages sont les bienvenus, 079 121 9000 par WhatsApp ou via le QR code qui s'affiche sur le bas de votre écran. 10 ans déjà pour l'association Zoé for Life qui a besoin toujours c'est nerf de la guerre, qui a besoin de sous pour pouvoir continuer sa mission. La mission de Zoé for Life, on l'a dit, c'est notamment soutenir les parents qui se retrouvent finalement pris au dépourvu quand ça arrive, quand on annonce une triste nouvelle, par exemple que son enfant est malade du cancer et qu'il faut suivre un traitement. Ça, c'est pas forcément très simple. Il faut s'organiser, c'est compliqué. L'association est là aussi pour soutenir et faire quelques démarches pour être là pour les parents et pour l'enfant évidemment. Alors c'est vrai que pour l'avoir vécu nous-mêmes, on s'est vite rendu compte que ce qu'il y avait besoin pour ces familles, c'était surtout un soutien financier. Il faut savoir que dans les hôpitaux, il y a des assistantes sociales qui sont là pour accompagner les familles dans toutes les démarches administratives. Donc c'est surtout sur elles que s'appuient les familles pour ces tâches-là. Et puis ces assistantes sociales parlent des différentes associations qui existent, dont Zoé for Life. Et puis elles peuvent justement recevoir de notre part un soutien financier de 1 000 francs qui est accordé à toutes les familles rapidement après l'annonce du diagnostic pour faire face aux premiers frais en lien avec la maladie. C'est vrai qu'il faut savoir qu'en Suisse, il y a 9 centres. Les enfants ne peuvent pas être soignés dans tous les hôpitaux en Suisse. Ça, c'est quelque chose où régulièrement notre public ne le comprend pas ou n'a pas connaissance de ça. Donc, on mise vraiment plus sur la qualité des soins que sur la proximité. Donc, il y a 9 centres, 2 grands centres, Lausanne et Zurich en Suisse. Et puis, il arrive parfois qu'une partie du traitement doive se faire dans un centre spécifique. Je pense à un traitement de prontothérapie qui a lieu à Villigen, où nous-mêmes, nous avions passé 2 mois à Berne pour une greffe. Donc, c'est vraiment... Ça engendre effectivement des frais de déplacement importants pour les familles. De l'autre côté, j'ai envie de dire que si on vous dit que le spécialiste pour votre enfant, il est à l'autre bout de la Suisse ou à Paris ou qu'importe... on y va. Je crois qu'on tout ce qu'on veut, je pense, c'est vraiment d'avoir des médecins qui sont spécialisés dans ce type-là de maladies. Et puis après, c'est vrai qu'il y a tout le reste, il y a la logistique. Souvent, il y a d'autres enfants. Il faut trouver des solutions de garde peut-être pour d'autres enfants. Il faut quand même des fois payer sa place à la crèche, même si l'enfant y va pas, parce que sinon il perd sa place, ou à la cantine. Des fois, il faut trouver des solutions pour la fratrie, pour de l'aide aux devoirs, parce que les parents sont occupés auprès de l'enfant malade, ou il faut quand même aller travailler. Un des deux, souvent, va quand même travailler. Donc oui, après, il y a de la logistique. Et c'est vrai que je pense que chaque famille trouve des ressources pour mettre en place ce dont elle a besoin. Et puis nous, c'est vraiment un soutien financier qui peut les soulager à ce niveau-là. Alors justement, pour pouvoir soutenir toutes ces familles dans le besoin quand ça arrive, il faut organiser des événements pour récolter de l'argent, et Zoé for Life est là pour ça, et durant toute l'année organise depuis 10 ans énormément d'événements pour soutenir justement toutes ces familles. Alors il y a des manifestations qui sont organisées, on en a déjà parlé à plusieurs reprises sur M le Média entre autres, et il y a une soirée de soutien qui s'organise au mois de septembre prochain, le 9 septembre, une soirée de soutien pour fêter les 10 ans de l'association. Voilà, c'est vrai qu'on s'est rendu compte en 2016, après 3 ans d'existence, que nous ne pouvions pas juste seulement demander aux gens de faire des dons, qu'il fallait aussi trouver parfois d'autres solutions. Et c'est vrai qu'on a commencé à organiser des événements. Et le 9 septembre, l'idée, c'est vraiment de marquer de passer le cap avec notre public qui souhaite être présent dans une salle à Étanières avec un repas de soutien, avec un spectacle, avec des humoristes romans, notamment Yann Lambiel, Jessie Cobel, Nathalie Devanté et Sandrine Viglino qui feront 1 heure de spectacle. Et puis ensuite, le repas avec la tombola et puis... en se rappelant bien sûr pourquoi nous sommes là et puis pour qu'ensemble on puisse sensibiliser le public et récolter des fonds pour poursuivre nos buts. Voilà, et c'est hyper important. Vous notez bien la date, c'est le 9 septembre. Il faut réserver vos places dès maintenant pour soutenir l'association Zoé for Life pour cette soirée à l'occasion des 10 ans de l'association. Vous allez tout simplement sur le site zoeforlife.org pour en savoir un petit peu plus. Et puis, n'hésitez pas, peut-être avec vos amis, votre famille, vos collègues de travail, à prendre une table, comme on dit, et venir participer à cette soirée de soutien.
En plus de ça, il y aura de l'animation. La fête sera belle. Ça, c'est important tout à de fait. rappeler aussi. Exactement. Ça se passe bien. C'est des moments c'est des moments de bonheur. C'est important. Oui, je pense qu'on essaie toujours dans tous nos événements d'attirer. Nos événements sont pour le tout public. Et l'objectif, c'est vraiment, bien sûr, à un moment donné, on se rappelle aussi pourquoi on est là. Il y a souvent une petite partie officielle pour se rappeler pourquoi nous sommes là. Mais l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser le public en s'amusant et ça reste festif, tout à fait. Voilà, c'est le 9 septembre prochain et ça se passera à la salle de l'Étang à Étanières. On vous en reparlera évidemment et vous allez sur zoeforlife.org pour en savoir un petit peu plus. Je vous propose de faire un petit tour à Paris maintenant avec Jérémy Amsalag qui se balade dans les rues de Paris. C'est le micro-trottoir. Je ne sais pas ce qu'il nous a préparé aujourd'hui. C'est parti, 7h30. M. Dans les rues de Paris avec Jérémy Amsalag. Quelle est la différence entre économe et radin ? Eh ben, un radin, c'est un économe plus. Vous, si on vous invite en vacances, qu'est-ce que vous ramenez ? Une boîte de biscuits, c'est déjà pas mal ou... Oui, ça suffit largement, ouais. Mon sourire, et mon amabilité, ma joie de vivre. Bon, c'est bien parce que ça coûte pas un rond et puis ça fait plaisir. Dans vos entourages, parfois on dit que vous êtes un peu... Gripsou, oui. J'essaie de ne pas dépenser quand les autres peuvent le faire à ma place. Hein. Pourquoi ça serait faire ? Ça pose problème, ça, au quotidien ? Non, pas du tout, parce que quand je suis radin, je sais à qui je m'adresse, donc c'est vite fait. Hein. Vous avez une anecdote sur des radins, des rapias que vous connaissez ? Ah oui, j'en ai connu un, ouais, c'était plus que choqué. C'est comment au restaurant ? C'est moi qui payais. Vous avez déjà invité au restaurant ? Oui. Régulièrement, vous offrez au restaurant ? Non. La dernière fois que vous avez offert à manger à quelqu'un ? J'avais oublié mon portefeuille. C'est meilleur quand c'est gratuit, non ? Ouais. Si vous allez à l'hôtel, vous êtes plutôt... Et vous voyez ces petits buffets là, ça vous donne envie ça aussi ? Moi j'aime pas les crevettes, vous voyez. Mais quand je vais dans les buffets limités, je mange surtout les crevettes parce que j'ai calculé, au kilo, c'est ce qui coûte le plus cher en fait. Ouais. Ah ouais, bah alors vous êtes économe et radin alors. Hein. Il y a eu 12 buffets limités à Paris où j'ai plus le droit d'aller là, depuis le début de la saison là. Normal. Vous êtes fiché. Il y a des restaurants où il y a ma photo devant. D'accord. Tant pis, hein. Donc vous travaillez dans un café parisien, c'est ça, dans un restaurant. Qu'est-ce que vous avez vu comme spécimen ? J'ai eu deux mamies comme ça qui avaient la bouteille de rosé dans le sac à main et qui remplissaient leurs verres au fur et à mesure, pensant qu'on ne les voyait pas. Vous avez dit quelque chose ? Ah oui, je leur ai demandé d'arrêter de boire dans leur sac à main en fait. Alors vous, de votre côté, ne soyez pas radin. Hein. 10 ans de l'association Zoé for Life ce matin et nous accueillons sur le plateau Maya Beck-Popovic, médecin-chef au CHUV, dans l'unité pédiatrique. Et puis merci également à Nathalie Guignard d'être avec nous, fondatrice de l'association Zoé for Life. Merci d'être là. On a reçu quelques messages via notre numéro WhatsApp à votre disposition 079 121 9000. Quels sont-ils ces messages ? Elsa les a accueillis, recueillis avec attention. Oui. On t'écoute. Alors, Greg, existe-t-il des recherches en cours pour mieux comprendre les causes du cancer ? Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est une question très importante. Ce qui se fait, ce sont des études, par exemple, épidémiologiques, soit au niveau national, soit international, européen, pour essayer de voir est-ce qu'il y a certains cancers qui sont plus fréquents dans une région, pour pouvoir étudier peut-être des facteurs d'environnement qui pourraient contribuer au développement d'un cancer. Il y a des études qui se penchent sur les professions des parents, en fonction de l'exposition peut-être à certaines substances. Ceci pourrait être une autre, contribution, un autre mécanisme qui peut déclencher des cancers. On se pose la question si certaines infections sont à l'origine des cancers de l'enfant, pour dire qu'actuellement, nous ne connaissons pas la cause du cancer de l'enfant. On doit le considérer dans la toute grande majorité des cas comme un accident qui survient dans un parcours chez un enfant en bonne santé et on ne le sait pas pourquoi. Il y a très très peu de cancers chez l'enfant où il y a une prédisposition génétique qui, elle, c'est peut-être la seule cause claire qui permet de comprendre pourquoi un cancer se développe chez un enfant. Merci. Merci pour ces explications. Ouais. Mais ça, c'est ultra frustrant de ne pas savoir d'où viennent les soucis, les problèmes.
Non, tout à fait. Et c'est un travail aussi dans les explications et dans la discussion avec les parents, c'est d'enlever aussi un sentiment peut-être de culpabilité qui peut être là parce que l'enfant peut penser avoir mal répondu, mal comporté, ne pas avoir mangé ce qu'il devait manger. Les parents se disent mais est-ce que j'ai fait une erreur, est-ce qu'il y a une situation de stress qui aurait peut-être un problème intrafamilial. Donc tout cela, c'est important de dire que c'est vraiment la faute de personne et qu'actuellement, on ne peut pas dire et expliquer aux parents, donner en fait, répondre à la question, mais pourquoi mon enfant a-t-il un cancer ? Lara. Autre question arrivée sur notre numéro WhatsApp. Oui. Quels sont les symptômes les plus fréquents du cancer chez les enfants ? Y a-t-il des signes spécifiques auxquels les parents devraient être attentifs ? Une très bonne question. Il n'y a pas de signe spécifique. Donc, il n'y a pas un signe qu'on pourrait dire « faites attention, quand ceci arrive, il faut aller consulter tout de suite, ça pourrait être un cancer ». C'est ce qu'on enseigne, en fait, et ça, c'est l'enseignement principal pour les futurs médecins, c'est d'être à l'écoute des parents. Parce que les parents connaissent bien leur enfant. Si un parent vient consulter parce qu'il a détecter un problème, s'il revient parce qu'il trouve que ça ne va toujours pas et puis que c'est pas habituel, il faut être à l'écoute. Il ne faut pas banaliser. Et puis, ça peut être une chose tout à fait simple, peut-être une histoire infectieuse ou autre, mais c'est en fait ça qu'il faut. C'est dans la tâche du médecin, c'est d'être à l'écoute et de pouvoir, dans tous les diagnostics très courants et fréquents de l'enfant, sortir la situation où il faut aller plus loin dans les investigations, il faut envoyer l'enfant pour faire des examens complémentaires. Mais malheureusement, il n'y a pas comme ça un symptôme qu'on puisse dire, voilà, là, il faut se méfier d'un cancer. Oriane, est-ce que alors je vais réussir à dire le mot, j'espère, immunothérapie est le nouvel espoir contre certains cancers ? Absolument. Donc ça, c'est cette nouvelle porte qui s'ouvre avec une meilleure caractérisation de la maladie par les examens moléculaires. Ça nous permet de mieux définir la cellule cancéreuse. Et puis l'immunothérapie, elle est là, soit pour stimuler notre système immunitaire d'attaquer la cellule cancéreuse, ou alors de développer des médicaments qui spécifiquement vont attaquer ce type de cellule cancéreuse. Et ça, c'est les nouvelles thérapeutiques dans l'immunothérapie. Ça, c'est une des pistes très très importantes de l'avenir. Déjà maintenant et de l'avenir. François, comment les équipes médicales prennent-elles en charge les enfants sur le plan émotionnel et psychologique ? Très important. Alors, il y a toute une équipe qui est là, qui est nécessaire, parce que au début, c'est toujours le grand stress. Il y a un monde qui s'écroule et qui s'effondre parce que on a une maladie mortelle qui doit être annoncée. Et en même temps, on a la chance de pouvoir aujourd'hui donner dans la majorité des cas des explications qui sont positives pour expliquer que la maladie peut être guérissable, qu'il y a des traitements efficaces. Il faut bien sûr être dans la réalité pour dire que ça ne marche pas chez tout le monde, qu'il peut y avoir des rechutes ou des enfants qui ne vont pas guérir, mais on a ce message positif qu'on peut donner. Mais en même temps, il faut être très attentif et on a besoin de toute une équipe qui est là. On a des psychologues pédopsychiatres, on a les assistantes sociales, on a en dehors de l'hôpital toutes les associations de familles qui sont là, chacune à sa façon de soutenir et d'aider les familles. Et puis au sein de l'hôpital, il y a aussi des activités qui font plaisir pour les enfants qui sont hospitalisés, comme la peinture sur soie, il y a les clowns qui passent à l'hôpital, il y a de la musique. Donc, il est vrai, ça fait un petit monde qui devient en fait une deuxième famille, en quelque sorte, pendant la période très intense de traitement. Parce qu'il y a le côté traitement, soin propre du terme, où il faut soigner, mais il y a, j'imagine, aussi un aspect psychologique qui est très important, et c'est là aussi où l'aspect familial est très important. Absolument, absolument. Et puis ce soutien aussi par des professionnels comme les pédopsychiatres et psychologues, il est toujours proposé. Ils sont là avec nous dès le départ et nous avons une fois par semaine des réunions de cette équipe pluridisciplinaire où il y a aussi, j'ai oublié encore un axe, c'est l'école à l'hôpital, les assistantes sociales, les psychologues, pédopsychiatres, les infirmières qui font le lien entre l'hôpital
et le domicile, donc les soins à domicile, et puis et les médecins et infirmières. Et donc dans ces colloques justement, il n'est pas question seulement de est-ce qu'un traitement est efficace ou pas, ou qu'est-ce qu'on donne comme médicament, mais c'est justement ces aspects-là, de savoir quels sont les besoins de la famille, qu'est-ce qu'on a détecté peut-être comme souci, problème, parce que c'est pas toujours, quand on est dans la détresse, on n'est pas toujours capable de dire voilà, j'ai besoin de ça. Donc c'est à nous, équipe multidisciplinaire, à être attentif et à dire ah là il y a peut-être un problème, là il y a peut-être un frère ou une sœur en souffrance et il faut pouvoir offrir là aussi un soutien et une aide. Dernière question à arriver sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000 par WhatsApp. Quentin, quels sont les effets à long terme du cancer et de ces traitements sur les enfants survivants? Alors, il y a différentes possibilités. Ça dépend beaucoup du type de maladie. Là où il y a le plus de soucis par rapport à de séquelles éventuelles, c'est quand il faut à la chimiothérapie associée de la radiothérapie. Parce que la radiothérapie qu'on donne sur un enfant qui est encore en croissance, en développement, a plus de risque de provoquer des séquelles endocrinologiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Des problèmes d'hormones qui peuvent toucher la croissance, qui peuvent toucher la fertilité de l'enfant. Il y a aussi des médicaments de chimiothérapie qui peuvent s'attaquer à la fertilité ou bien à la fonction cardiaque. Pour cela, il faut dire une chose, c'est que dans les traitements qu'on donne actuellement, il y a des règles très claires et strictes par rapport à des doses qui ne doivent pas être dépassées parce qu'on sait qu'au-delà, les risques augmentent de développer des séquelles. Deuxièmement, il y a pendant le traitement un suivi des enfants, non seulement à savoir est-ce que la maladie réagit bien au traitement, mais aussi est-ce que le corps tolère bien le traitement. Et donc, il y a parfois besoin d'adapter des traitements à cela et de suivre aussi les enfants à long terme parce que même quand un traitement est terminé, qu'il n'y a plus de risque de rechute, il est important qu'il y ait un suivi au moins une fois par année où on peut de façon précoce se rendre compte quand il y a un problème qui survient, qu'on peut peut-être justement prendre en charge et éviter avec ça une séquelle à long terme. Ce matin avec Maja Beck-Popovic, médecin chef au CHUV, unité pédiatrique. Merci d'être là ce matin et merci d'avoir répondu à toutes ces questions tout à l'heure. Et puis Nathalie Guignard, fondatrice de l'association Zoé for Life. Merci aussi d'être là. On le rappelle, le 9 septembre, vous avez noté dans votre agenda parce que là je compte sur vous. Attention, une belle soirée avec Yann Lambiel, qu'on salue au passage, Nathalie Devantès, Sandrine Viglino, Jessie Cobel. On va bien se marrer et c'est pour la bonne cause et ça c'est très important. Il faut réserver ses places, hein, Nathalie, c'est ça? Oui, tout à fait. On est déjà très content du résultat. On a déjà vendu presque 200 places en 10 jours. Donc voilà, on espère que ça continue. On sait que sur l'été, les gens sont moins actifs. Donc oui, alors il faut réserver vos places. Et puis voilà, on a vraiment l'objectif de passer une belle soirée pour les enfants atteints de cancer. Voilà, c'est très important. Vous avez toutes les infos sur zoeforlife.org. On compte sur vous. Hein. Et puis, merci, docteur, d'être venu ce matin à répondre à toutes nos questions. En fait, on réalise une chose, c'est qu'il nous faudrait peut-être 2 heures d'émission pour pouvoir... parce qu'on reçoit beaucoup de messages encore et on a encore une multitude de questions à vous poser. Ça sera peut-être l'occasion de revenir. Mais en attendant, merci pour ce que vous faites. Et merci aussi par rapport à l'association. Et puis, merci d'être venu ce matin, évidemment, répondre à toutes ces questions. On vous souhaite évidemment une très très belle journée. Merci encore une fois Nathalie Guignard. Un dernier mot peut-être. Un dernier mot. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Nathalie Guignard aujourd'hui? Que nos événements remportent du succès et qu'on puisse continuer nos activités encore longtemps. Parce que malheureusement, je pense que le cancer de l'enfant n'est pas prêt de s'arrêter. Donc l'association aura encore pendant longtemps du travail à faire. Donc il y a la soirée de soutien au mois de septembre, mais il y a plein d'autres événements qui se déroulent durant l'année. On aura évidemment l'occasion d'en reparler en temps voulu, mais il se passe des choses cet automne. On peut peut-être brièvement le rappeler. Alors il y a toujours Septembre en Or, la grande campagne de sensibilisation avec le petit ruban or en septembre. Il y a justement ce repas de soutien. Au mois de mars, nous aurons notre 2e gala de charité. Et puis l'année prochaine, en septembre, de nouveau une grande journée avec une course. Alors c'est encore loin, mais voilà, il faut déjà préparer. On est déjà dans les préparatifs pour l'année 2024. Voilà, et puis évidemment les donateurs, si vous désirez donner un petit coup de main à l'association pour les enfants atteints du cancer, ça se passe sur zoeforlife.org. Merci Nathalie. Merci Philippe.